Monsieur le Président, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de m'avoir désigné ce rapporteur pour avis des crédits politiques de la ville sur ce projet de loi de finances pour 2021. Vous aurez remarqué que le rapport est en deux parties. Une première partie qui est stricto sensu sur les crédits. Une deuxième partie où je m'attache à regarder ce que devient la mixité sociale dans nos quartiers avec les yeux de 2020-2021 par rapport aux yeux d'il y a quelques décennies. Les populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville ont connu ces derniers mois, davantage encore que la majorité des Français, des circonstances hors du commun et particulièrement difficiles. La crise sanitaire qui nous a frappés a eu un impact démesuré sur les ménages les plus pauvres et le confinement a été particulièrement pénible pour des familles vivant dans des appartements exigus. Les inégalités socio-économiques et notamment la fracture numérique se sont très fortement révélées. Elles ont aggravé le risque de décrochage scolaire des enfants et des adolescents. Il est par exemple compliqué de poursuivre une scolarité à distance dans un petit appartement où les pièces sont surpeuplées, où les matériels informatiques doivent être partagés lorsqu'ils existent et où l'abonnement au réseau numérique n'est parfois pas financièrement possible. Pour faire face à ces besoins exceptionnels nés des circonstances inédites que nous avons traversées, le gouvernement a augmenté fortement les financements disponibles. Je me réjouis que le projet de loi de finances pour 2021 poursuive cet effort et que l'engagement total au titre du programme 147 progresse encore de 10%, finançant une série de mesures majeures. Au revoir, Monsieur Bazin. Sur l'éducation d'abord, le gouvernement a montré pendant l'année 2020 sa détermination à ne laisser aucun élève en situation de décrocher. Plus de 100 millions d'euros ont été débloqués en cours d'année dans les projets de loi de finances rectificatives successifs au titre du programme 147 afin d'affronter les difficultés pédagogiques issues du confinement dans les quartiers. Des dizaines de milliers de tablettes ont par exemple été distribuées à des familles qui manquaient de matériel informatique. Le plan quartier d'été, qui est actuellement prolongé dans nos circonscriptions en ces vacances de la Toussaint sous sa nouvelle dénomination quartier d'automne, a permis d'assurer une continuité éducative pendant l'été. Les vacances apprenantes ont permis à de très nombreux jeunes des quartiers de partir en colonie de vacances. Ceci a rendu possible, après une année scolaire tronquée, la mise en place d'une dimension pédagogique à un moment de vacances. Le projet de loi de finances que nous examinons contient aussi le doublement du nombre des cités éducatives. Cette initiative repose sur une meilleure coordination entre les acteurs de l'éducation dans l'enseignement, l'action sociale et la santé. Elle permet aux familles et aux associations de mieux dialoguer avec les administrations, les élus et les préfets. En second lieu, un effort est réalisé aussi sur l'emploi. Les quartiers prioritaires connaissent un taux de chômage proche de 25%, et la crise actuelle a aggravé la fragilité économique de leurs habitants, notamment les jeunes. Pour les soutenir, le gouvernement organise la massification du dispositif des adultes relais, dispositif de médiation sociale dans les quartiers avec 10 millions d'euros supplémentaires, ce qui représente une hausse des crédits supérieure à 10%. De même, je me réjouis de l'augmentation de plus de 10% du financement de l'établissement public d'insertion dans l'emploi, qui est à mes yeux un modèle d'action d'insertion à l'échelle territoriale. Ces 19 centres locaux, bientôt 20, accueillent en tout quelques 3200 jeunes issus de milieux défavorisés et souvent précaires, pour leur offrir un accompagnement personnalisé et un encadrement de qualité dans leur orientation professionnelle. Je veux aussi souligner la mobilisation exceptionnelle de financement en faveur du milieu associatif, qui a joué un rôle essentiel dans la crise. Un fonds baptisé « Quartier solidaire » a été créé auprès des préfets et abondé de 20 millions d'euros pour leur permettre de parer aux événements de la fin de l'année 2020. Mais je dois vous rappeler, mes chers collègues, que l'ensemble des mesures prises par le gouvernement à destination des quartiers prioritaires dépasse largement le seul périmètre du programme 147. Ainsi, le doublement des classes de CP et CE1 en éducation prioritaire ne relève pas formellement du programme 147, mais contribue puissamment à ces objectifs. Les acteurs que j'ai entendus ont unanimement salué cette mesure, qui continue de monter en puissance. Le succès qu'elle a rencontré a suscité sa généralisation et les classes de grande section de maternelle dans ces mêmes quartiers sont en voie de dédoublement. De même, l'investissement dans l'amélioration de la sécurité de ces quartiers se poursuit. Les 60 quartiers de reconquête républicaine créés depuis 2018
ont permis à la police nationale de mieux mailler ses territoires d'intervention. Mais je pense qu'un effort doit encore être fait pour permettre aux populations de ces quartiers d'avoir un environnement sûr. Dans la seconde partie de mon rapport, j'ai cherché à mesurer l'état de la mixité sociale dans les quartiers de la politique de la ville. La mixité sociale est affichée et annoncée comme l'un des objectifs phares de la politique de la ville depuis les années 1990. La grande politique de rénovation urbaine des années 2000 avait vocation, par la réhabilitation de l'habitat et la transformation en profondeur des espaces publics, à recréer le tissu urbain d'une manière qui puisse attirer de nouveaux publics. Bien que les personnes que j'ai entendues aient toujours partagé cet objectif, il est clair qu'il existe encore un grand flou sur les bonnes façons d'y arriver. Pendant longtemps, l'essentiel de l'effort a porté sur une politique, la diversification de l'habitat et des formes urbaines. Il s'agissait de détruire les bases anciennes et vétustes et de rebâtir de nouveaux logements plus variés. L'association Foncière Logement a été expressément créée par les partenaires sociaux dans les années 2000 pour construire des logements de qualité, pouvant accueillir une population diversifiée dans les quartiers. De même, l'accession à la propriété, fortement valorisée dans ces quartiers, visait à encourager l'installation de jeunes ménages stables. La loi de 2017 sur l'égalité et la citoyenneté a renforcé cette approche en obligeant à un taux de 50% de ménages des quartiers intermédiaires et supérieurs de revenus dans les attributions de logements sociaux. La part nationale se situe aujourd'hui autour de 74%. Nous sommes donc au-dessus de cet objectif. Force est de constater que les efforts n'ont pas entièrement abouti. Une approche plus transversale a été favorisée ces dernières années, notamment avec la mobilisation nationale en faveur des quartiers décidée par le président de la République en 2018. Aujourd'hui, nous tentons d'améliorer simultanément l'habitat, l'emploi, les équipements culturels, l'accès aux services publics et surtout la sécurité. Tous ces facteurs doivent en effet être réunis pour contribuer à une amélioration durable de l'image du quartier. C'est seulement à ce prix qu'une véritable mixité peut s'instaurer, avec des arrivées de nouvelles personnes stables et qui souhaitent rester. Il faut aussi que nous nous séparions d'une image que nous avons, que ces quartiers sont des sortes de sas, des endroits dont les habitants veulent forcément sortir à tout prix. Notre objectif doit être de permettre aux habitants de s'épanouir dans des quartiers dont tous les aspects de la vie se sont améliorés. Nous devons à tout prix éviter de poursuivre la sédimentation des populations dans nos villes. Elle aboutit à transformer certains quartiers en ghettos de pauvres, tandis que dans d'autres endroits se forment des ghettos de riches. La politique de la ville existe justement pour lutter contre ce phénomène. Voilà donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, le panorama que je souhaitais vous transmettre à l'occasion de l'examen de la deuxième partie de ce projet de loi de finances pour 2021. Merci. Vous le voyez, la politique de la ville est mobilisée pour répondre à la crise et en conséquence, j'ai mis un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission Cohésion des territoires pour ce qui concerne la politique de la ville. Merci, Monsieur le Président. Merci, excusez-moi. J'ai M. Anato, M. Di Filippo et M. Corsero. M. Anato pour La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Appuyez sur le micro, allez-y. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous examinons cet après-midi les crédits du PLF 2021 consacrés au programme 147, la politique de la ville. J'étais moi-même le rapporteur sur cette partie pour le PLF 2020, où j'avais pu étudier le rôle du sport dans le développement de ces quartiers, notamment dans la perspective de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. La politique de la ville est une des priorités de ce quinquennat pour le gouvernement et la majorité. Pour rappel, après le discours du président de la République en novembre 2017, appelant à une mobilisation nationale pour les habitants des quartiers, la grande équipe de la réussite républicaine s'est constituée en juin 2019, preuve de l'engagement de l'ensemble des pouvoirs publics sur ce sujet. Je tiens à saluer l'augmentation des crédits alloués à la politique de la ville pour l'année 2021, en faveur de l'éducation tout d'abord, avec le lancement des 40 nouvelles cités éducatives qui visent à accompagner chaque enfant individuellement dans son parcours éducatif, depuis la petite enfance jusqu'à l'insertion professionnelle, en créant un véritable écosystème d'acteurs qui œuvrent pour la réussite de chacun. Ce programme a fait ses preuves et nous pouvons nous satisfaire de la labellisation de nouveaux territoires. Nous pouvons nous réjouir tout autant de la hausse des crédits alloués à l'EPID, l'établissement public pour l'insertion dans l'emploi, dont il faut saluer l'action positive pour la construction du projet professionnel des jeunes.
Les crédits supplémentaires permettront également de pérenniser les nouveaux postes d'adultes relais qui ont été créés cet été suite à l'épidémie de la Covid-19. Je tiens d'ailleurs à remercier du fond du cœur les habitants des quartiers pour la solidarité dont ils font preuve lors de la période de confinement. Les associations ont été particulièrement sollicitées pendant plusieurs semaines pour distribuer l'aide alimentaire, assurer la continuité éducative ou encore faciliter l'accès aux soins. Un bel exemple de fraternité dont nous devrions tous nous inspirer. Un nombre important d'habitants de ces quartiers ont également continué à travailler en première ligne durant cette période et je souhaite leur témoigner de ma gratitude. Dans ce cadre, le dispositif Quartier solidaire, qui vient à la suite des quartiers d'été, est le bienvenu pour venir en aide à ces associations qui sont mobilisées depuis maintenant de nombreux mois. Je m'associe au rapporteur dans sa demande de pérennisation de ces aides pour l'année 2021. En effet, nous avions déjà évoqué le sujet dans cette commission. Les structures de proximité ont parfois souffert de la diminution des contrats aidés. Il s'agirait donc d'une belle preuve de notre reconnaissance pour leur rôle prépondérant dans la vie de nos quartiers. Monsieur le rapporteur, chers collègues, vous évoquez dans votre rapport le constat réalisé par messieurs les députés Rodrigue Oquendo et François Cornu-Gentil sur les carences de l'État en Seine-Saint-Denis. Je souscris à votre propos concernant le rééquilibrage nécessaire des efforts de l'État au profit des quartiers prioritaires, contre les discours qui tentent de diviser les territoires en faisant croire que trop de moyens sont consacrés à ces quartiers par rapport aux habitants d'une prétendue France périphérique. Nous devons rappeler qu'il est indispensable d'amplifier les actions menées pour la politique de la ville. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement a souhaité faire en Seine-Saint-Denis en lançant il y a un an un plan d'action de 23 mesures pour l'éducation, la santé, la justice et la sécurité pour tenter de rattraper ce qui n'a pas été fait par le passé. Le président de la République l'a évoqué lors de son discours aux Mureaux sur la lutte contre les séparatismes. La République doit se montrer à la hauteur dans les quartiers. C'est par l'éducation, l'insertion et la mixité sociale que nous parviendrons à combattre l'islamisme radical qui se nourrit de l'exclusion sociale pour recruter au sein de ses rangs. Les habitants des quartiers populaires ne doivent pas être soumis aux pressions des salafistes. Au sein des quartiers, les écoles doivent être des sanctuaires. Nous devons délivrer un message d'espoir à nos concitoyens et prouver que la République souhaite inclure tous ses enfants, sans distinction. Cela passera également par la mixité sociale et nous serons mobilisés pour participer à la future réforme de l'organisation en matière de logement social. Enfin, j'appelle à se saisir de l'opportunité du plan de relance pour accompagner les habitants des quartiers prioritaires dans leurs projets professionnels. La possibilité de cumuler les emplois francs avec les aides à l'embauche prévues par le plan « Un jeune, une solution » permettra déjà de faire monter en charge ce dispositif indispensable pour faire face à la crise économique dont les premières victimes seront ces habitants des quartiers. Le plan de relance constitue une occasion unique de lier la transition numérique avec la politique de la ville en offrant de nouvelles opportunités à nos jeunes dans le domaine des nouvelles technologies. Ainsi, au nom de mes collègues de La République En Marche, je salue l'augmentation des crédits alloués à la politique de la ville, tout en appelant à la poursuite des efforts pour répondre aux attentes des habitants des quartiers prioritaires. Merci. Fabien Di Filippo. Merci beaucoup, Président. Merci, Monsieur le rapporteur, pour vos explications. Tout d'abord, bien sûr, vous avez relevé la sortie de mon collègue Thibault Bazin. Il avait des amendements à défendre en séance et c'est extrêmement dur d'être partout à la fois, vous le savez bien. Je souhaitais relever plusieurs choses concernant la politique de la ville qui est sur ce quinquennat quand même dans la droite ligne du quinquennat précédent sous François Hollande avec la majorité socialiste et où M. Macron était d'ores et déjà ministre. Il y a plusieurs phénomènes sur lesquels aujourd'hui on laisse pudiquement un voile, mais qui pose de plus en plus de difficultés dans les territoires. Le premier, c'est que la paupérisation aujourd'hui, pendant longtemps, c'est pourtours urbains qu'on appelle les quartiers qui ont concentré la majorité
de la pauvreté dans notre pays. Aujourd'hui, il y a dans nos territoires ruraux un cercle vicieux de paupérisation avec la disparition des emplois, la baisse en puissance de l'agriculture qui ne représente plus du tout le même montant d'emplois, de richesse que par le passé, un vieillissement de la population, des jeunes qui, quand ils peuvent faire des études, s'en vont, et une population qui, petit à petit, est remplacée par des gens allocataires des minima sociaux et progressivement des problèmes des problèmes sociaux, des problèmes de stupéfiants et des problèmes qu'avant on ne connaissait pas dans notre ruralité. Et donc mettre l'accent encore aujourd'hui sur une politique de la ville, quand on sait qu'il n'y a pas de politique spécifique de rééquilibrage avec la ruralité, c'est quelque chose qui parfois peut nous interpeller, surtout quand on voit les sommes versées, et pas depuis ce mandat ou le mandat précédent, mais bien avant. Et le manque de résultats, hormis la politique, à une époque, quand nous étions encore majoritaires, de Jean-Louis Borloo, qui avait permis de dédensifier certains quartiers. Et ça, pour le coup, ça avait vraiment une vraie volonté urbanistique avec des résultats sociaux. Derrière, hormis ça, on a constaté une aggravation des difficultés dans ces quartiers-là et des concentrations de populations au profil socio-ethnique identique. Deuxième chose, les dispositifs marketing s'empilent et ils font très plaisir aux décideurs quand on dit vacances apprenantes, quand on dit quartier d'été et quartier d'automne, et peut-être demain quartier d'hiver, pourquoi pas, mais il manque un peu de neige dans les quartiers comme partout pour qu'on puisse y faire du ski à la période hivernale venue. Mais en tout état de cause, derrière, c'est du saupoutrage de moyens qui ne recoupe pas des réalités politiques ou des velléités d'action très importantes. Je prends juste un exemple. Oui, il y a des politiques à mener, pas spécifiquement auprès des quartiers, mais auprès de notre jeunesse. La sédentarité est un véritable fléau. Il y a 10 fois plus d'enfants atteints de surpoids, d'obésité, de diabète qu'il y a 2 générations. Ils ont 25% de capacité physique en moins. Et pourtant aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, nos associations sportives, elles sont un peu laissées de côté, notamment quand on voit la disproportion entre les aides qui leur sont allouées et l'aide obtenue par le monde de la culture, quand on sait que le monde sportif en France représente plus de 16 millions de licenciés encore aujourd'hui. Et donc cette jeunesse que souvent on arrive à stimuler et à activer certains leviers éducatifs, voire de développement intellectuel, de développement humain, de progression sociale via le sport, c'est des politiques qui sont quand même dramatiquement absentes de tous ces schémas-là, ou sur lesquels en tout cas on n'appuie pas assez. Enfin, dernière remarque, parce que ça fait déjà 3 minutes 40, le travail reste le principal levier quand on veut sortir une population de la pauvreté. Je l'ai déjà dit, je le dis et je le redirai à chaque fois. Multiplier, augmenter les aides sociales sur l'allocation de rentrée scolaire, sur les chèques de déconfinement, sur les aides aux personnes au RSA, c'est multiplier les milliards qui ne servent absolument pas à un fait tout à fait juste que vous soulignez tout à l'heure, que dans ces quartiers-là, il y a depuis longtemps 25% de taux de chômage et qu'on n'en sort pas. Merci. Monsieur Corsero, s'il vous plaît, pour le MoDem. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je souhaiterais d'abord remercier Monsieur le rapporteur et mon collègue Jean-Luc Laclèze pour son travail sur le rapport budgétaire relatif à la politique de la ville. Avec la crise de la Covid-19, nous sommes face à un risque important de creuser les inégalités pour les populations les plus fragiles, notamment celles qui résident dans les quartiers prioritaires et leurs résidents. Durant toute la période du confinement, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement s'est mobilisé en faveur de ces quartiers. Le plan de mobilisation nationale a permis de répondre aux enjeux éducatifs, de santé, d'emploi et de lien social dans les quartiers prioritaires pendant la crise. Des crédits exceptionnels ont notamment été déployés pour financer l'achat de tablettes et lutter contre la fracture numérique. Lors de la crise, le gouvernement a pu s'appuyer sur de nombreuses actions menées par les collectivités et associations pour renforcer la continuité éducative et répondre aux besoins de première nécessité. Tout particulièrement aux petites associations de proximité essentielles au maintien du lien social. La crise sanitaire que nous vivons depuis quelques mois a montré le caractère indispensable de ces associations. Elles participent au maintien du lien social dans nos quartiers et à la valorisation de notre jeunesse. Je souhaiterais justement m'attarder sur ce point précis, celui du soutien à notre jeunesse, principale victime de la crise sanitaire. Sur le volet éducatif d'abord. 80 cités éducatives existantes ont démontré leur capacité à fédérer tous les acteurs autour de la réussite des enfants. Ces cités éducatives mises en place à la rentrée 2019 sont des écosystèmes innovants au service de l'égalité des chances. Le développement a été soutenu pendant l'exercice 2020 par un abondement de 31 millions d'euros. Elles permettent d'assurer la continuité pédagogique, en particulier dans le domaine numérique, afin de garder le lien entre les familles et les élèves,
L'essentiel est de guider chaque enfant dans son parcours et à l'école, ainsi et aussi au dehors. J'en profite évidemment pour saluer le travail mené par tous les acteurs, y compris celle du secrétaire d'État, Mme Elimas. 40 nouvelles cités éducatives vont être mises en place, en plus des 80 déjà labellisées. Ces dernières seront financées à la hauteur de 17 millions d'euros dans le projet de loi de finances 2021. Je salue enfin les autres actions éducatives financées par le programme 147 qui seront conservées ou augmentées. Ensuite, sur le volet emploi. Avec le contexte économique actuel, beaucoup d'entreprises sont frileuses à l'idée d'embaucher de nouvelles personnes et notamment des jeunes. Il est donc nécessaire de mentionner que le programme de réussite éducative permettra à plus de 85 000 élèves de bénéficier d'un suivi personnalisé et de 30 000 stages seront ainsi proposés. Cet accompagnement est devenu plus que nécessaire dans le contexte actuel si nous souhaitons que nos jeunes puissent accéder au marché de l'emploi. Enfin, je terminais mon propos sur le renforcement de la présence des services publics dans nos villes et quartiers. En effet, pour garantir les mêmes droits aux habitants des quartiers prioritaires de la ville, la feuille de route du gouvernement de l'année précédente entendait développer des maisons de services publics dans les quartiers prioritaires de la ville. Comment cette ambition est-elle financée cette année ? De nouveaux fonds ont-ils été décidés pour soutenir ce développement ? Et pour conclure, je réitérais mon soutien et celui de mon groupe Modem Démocrate Apparentés quant au fait que la politique de la ville soit axée en partie sur les objectifs prioritaires tels que la réussite éducative, le soutien aux familles monoparentales et la solidarité entre les générations. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, je vous laisse répondre à ces interrogations, éventuellement ajouter une conclusion si vous le souhaitez, puisqu'on n'a pas d'amendement, et qu'ensuite on passera, je rappelle ça aux députés, au vote de l'ensemble des crédits de la mission. Merci, Monsieur le Président. Je voulais d'abord répondre à Monsieur le député Anato, qui connaît particulièrement le sujet de la politique de la ville, puisqu'il avait mené l'année dernière, en tant que rapporteur pour avis sur ces mêmes crédits budgétaires, tout un travail que l'on doit saluer. Monsieur Anato, dans votre question, vous avez rappelé l'augmentation des crédits en faveur des politiques publiques phares de ce programme, comme les cités éducatives, l'EPID qui m'a particulièrement intéressé au moment où on les a rencontrés, les adultes relais ou encore les quartiers solidaires. Et nous pouvons nous en réjouir. Comme vous, je souhaite saluer une nouvelle fois le travail indispensable mené par les associations de proximité en cette période de crise, que ce soit pour du soutien scolaire, pour la distribution d'aide alimentaire ou encore pour confectionner des masques. Au travers de toutes ces actions, les associations ont permis de faire vivre le lien social et la fraternité dans nos quartiers. C'est pourquoi je demande dans ce rapport la pérennisation en 2021 des financements exceptionnels de 20 millions d'euros débloqués en cette fin d'année 2020 au bénéfice des associations. Enfin, vous soulignez la nécessité d'accroître nos efforts en faveur de la reconquête républicaine dans votre département de Seine-Saint-Denis. Vous le savez, vous l'avez rappelé, le gouvernement a annoncé en octobre dernier un plan dédié à la Seine-Saint-Denis afin de répondre à la spécificité du territoire et aux difficultés qu'il rencontre. Ce plan d'action comporte 23 mesures pour accompagner la transformation du département dans 5 champs principaux que sont la fonction publique, la justice, l'éducation, la santé et surtout la sécurité, comme je disais tout à l'heure, et surtout la sécurité. Même s'il est encore trop tôt pour tirer toutes les conséquences de ces annonces, bien sûr, il faudra sans nul doute procéder à une évaluation de ce plan d'action d'ici certainement quelques années. Monsieur Di Filippo, vous me permettez d'insister sur cette notion de paupérisation. Vous avez axé votre question autour de la paupérisation dans la ruralité. Moi, je voudrais insister sur la paupérisation dans les quartiers qui sont considérés comme des sas entre un État et un autre État. Et je considère que les quartiers politiques de la ville ne doivent plus être considérés comme des sas, parce que s'ils sont considérés comme des sas, on les appauvrit d'office, puisque chaque fois qu'une famille sort de ces quartiers, justement parce que dans sa trajectoire ascensionnelle personnelle, elle a prétendu à d'autres habitations, elle est remplacée par une famille pauvre. Et donc, le système même alimente cette pauvreté et le système alimente le déclassement de ces zones. Donc, il faut arrêter de les considérer comme des sas. Concernant la ruralité, je partage tout à fait votre vision comme quoi il faudrait équilibrer ou en tout cas réfléchir à de l'aménagement du territoire. Et ce n'est pas le cadre du programme 147. Il faudrait y réfléchir à d'autres moments, mais votre remarque est tout à fait pertinente. En ce qui concerne les enfants, vous posiez des questions sur
les quartiers d'été, les vacances apprenantes. Il faut quand même savoir que ce sont les enfants des quartiers politiques de la ville qui ont été le plus pénalisés par la crise du Covid et par le confinement. Ce sont eux qui se seront retrouvés à plusieurs dans la même pièce, où il y avait parfois papa, maman, le frère, la sœur, à partager le même écran d'ordinateur quand ils en bénéficiaient et quand la famille avait les moyens de payer l'abonnement Internet, ce qui n'était pas toujours le cas. Et donc, c'était effectivement des candidats potentiels à l'échec scolaire et à la déscolarisation. Et donc, ces vacances apprenantes et les quartiers d'été avaient pour objectif de viser 500 000 enfants. Et donc, 500 000 enfants, c'est extrêmement important. Ça touche les enfants des quartiers prioritaires de la ville. Enfin, en ce qui concerne les associations sportives, il faut savoir que dans les quartiers prioritaires de la ville, ce sont 20 millions d'euros qui, d'ici la fin de l'année, ont été débloqués pour les associations, notamment sportives, mais pour faire en sorte, justement, d'apporter du budget à des associations qui n'en avaient plus. Monsieur le député Corcero, merci pour votre intervention. Je souhaite également saluer le travail entrepris par la ministre Nathalie Elimas, qui est en charge de l'éducation prioritaire. Comme vous l'avez rappelé, son travail en faveur de l'éducation dans les quartiers est absolument indispensable en cette période de crise. Vous m'avez interrogé sur la présence des services publics dans nos villes et dans nos quartiers. Sur ce sujet, je tiens à vous signaler que le programme France Service a pour vocation de labelliser et d'accompagner des espaces permettant l'accès aux droits et aux services publics des habitants des zones peu attractives. Parmi les 534 maisons France Service labellisées début 2020, 46 se trouvent ainsi en QPV. Certaines de ces maisons sont d'ailleurs soutenues et financées par la Banque des Territoires, qui finance l'animation du dispositif avec de la formation ou des supports aux agents. En plus, la Banque des Territoires a financé 30 bus France Service spécialement dédiés au QPV, suite à un appel à manifestation d'intérêt lancé cet été, en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Cet appel à manifestation d'intérêt ciblait 216 quartiers d'intérêt national inscrits dans le nouveau PNRU, nouveau plan national de la rénovation urbaine, dont 47 quartiers de reconquête républicaine. Le dispositif consiste à financer un amorçage et l'achat d'un véhicule de type bus ou utilitaire afin d'accueillir 2 agents France Service, et ce à hauteur de 60 000 € par dispositif. Enfin, comme je le rappelle dans mon rapport, nous devons poursuivre nos efforts en la matière afin de développer l'accès aux services publics dans les quartiers prioritaires et garantir un accès égal aux droits et aux démarches à tous les habitants. Pour conclure, Monsieur le Président, mes chers collègues, vous l'aurez compris, ce projet de loi de finances pour 2021 s'inscrit dans un contexte exceptionnel. La crise sanitaire inédite à laquelle notre pays a été et est encore confronté a bouleversé le fonctionnement de notre pays et de nos institutions et nécessité des mesures d'urgence très fortes de la part du gouvernement. La hausse du budget 2021 en faveur de la politique de la ville et de ses quartiers prioritaires permettra d'amplifier nos actions en faveur de l'emploi, de l'éducation et du renouvellement urbain. Ce faisant, d'accélérer collectivement l'ensemble des transitions nécessaires pour notre pays, écologique, économique, social ou numérique. Car c'est particulièrement dans les moments difficiles comme celui que nous traversons que l'action publique et collective se révèle la plus indispensable. Je pense que ce programme 147 le montre parfaitement. Ces meilleures actions sont celles qui mettent en scène une pluralité d'acteurs travaillant ensemble pour un même objectif. Je souhaite ainsi saluer vivement l'action de l'État, de ses partenaires, des agences, des bailleurs sociaux, des collectivités, des élus locaux et des associations qui ont tous tenu un rôle primordial pendant la crise et qui continuent aujourd'hui de le tenir. Enfin, avant de rendre la parole, je tenais à remercier chaleureusement les équipes de la Commission des affaires économiques qui m'ont accompagné ces dernières semaines sur ce rapport, particulièrement Daniel Montin et Johan Charlotte. Je remercie également mon collaborateur Léo Barruol qui a contribué à ces travaux. Pour nos travaux aussi, l'action collective demeure indispensable. Merci pour votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais donc mettre aux voix les crédits de cette mission. Qui vote pour ? Qui vote contre ? La commission émet donc un avis favorable et unanime des présents à l'adoption des crédits de la mission Cohésion des territoires.
Il y a d'autres examens ou c'est terminé? Donc ceci termine le marathon de l'examen des crédits dont la commission économique s'était saisie. Donc merci à tous les services, parce que ce marathon a nécessité beaucoup d'efforts. Merci aux députés pour leur présence et évidemment, merci aux rapporteurs.